maintenant sur TPT+. Place Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur TPT+, à cette session d'information que nous ouvrons tout de suite. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Une visite de travail des écoles privées du quartier Mbota Carlos a été organisée la matinée de ce lundi 18 octobre par Edmond Bouzita dans sa circonscription administrative en sa qualité d'administrateur de proximité. Plus d'informations dans ce reportage de Prince Azuka. S'enquérir de l'état de fonctionnement des écoles privées et de la manière dont sont dispensés les cours dans ces écoles après quelques jours de la rentrée des classes a été le leitmotiv de cette visite de travail du chef de quartier 410 Mbota Carlos dans sa circonscription administrative. Il était accompagné de ses chefs de zone. Partout où ils sont passés, quelques failles ont pu être observées dans certaines écoles. L'on peut citer parmi ces failles le manque d'électricité dans les salles de classe, l'état des latrines non conformes aux normes d'hygiène, une pléthore d'élèves dans les salles comme à l'école publique. Hélas. Et pour finir, pas de drapeau dans quelques cours. Aussi, la culture de la levée des couleurs semble être bafouée. Au sortir de cette ronde de travail, le chef du quartier 410 Mbota Carlos, Edmond Bouzita, se dit être un peu satisfait, non sans interpeller les promoteurs de ces établissements scolaires privés. Bon, la première observation faite qui saute à l'œil nu, c'est que dans certains établissements, nous n'avons pas trouvé le drapeau de la République. Porter leur bavette, beaucoup d'élèves, même le corps enseignant, beaucoup aussi. Donc cette affaire, on est obligé de les appeler pour leur dire ce qu'ils doivent faire dorénavant pour que ça aille mieux. Dans une salle, on ne peut pas assister à ce qu'on a vu là. Parce que même les enfants, entre eux, ils ont de la peine même à bouger. Hein? C'est des effectifs dans la salle, bien sûr, pléthoriques. Il va falloir qu'on leur demande d'éclater ces salles s'ils veulent que ça marche normalement, conformément aux lois de la République. Donc, vraiment, il y a des salles où les enfants sont coincés. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à arranger, mais on peut dire que les moyens sont un peu acceptables. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Ayant touché du doigt quelques réalités des conditions d'apprentissage des élèves qui sont la relève de demain, le chef du quartier 410 a promis y veiller en sa qualité d'administrateur de proximité pour que les promoteurs s'attellent à aller vers la norme pour le bien-être des élèves et enseignants de sa circonscription administrative. Autre sujet dans ce journal, ce n'est un secret pour personne. L'électricité, grand facteur de développement, est encore un véritable casse-tête dans notre pays. Un pays pourtant bien arrosé par la Providence. L'eau, une ressource naturelle propre à produire l'électricité. Le Congo en regorge abondamment en cours d'eau, même en pleine côte urbaine. Le cours d'eau sur la Chikobo est susceptible de recevoir ne fût-ce qu'un mini-barrage électrique, nous dit Tivongo. Que vous inspire cette sorte de barrage? Qu'est-ce qu'on ne peut pas produire à partir d'un tel cours d'eau? Réfléchissez. Le Congo, un pays plein d'atouts naturels. Pour ne prendre que le cas de l'eau, nous en avons à satiété. Tenez. Nous en avons en rivière, en lac et lagunes, en source, en sous-sol, en pluie, en océan, en fleuve, en cours d'eau et certainement par beaucoup d'autres moyens encore. Car les sachants savent qu'on peut récupérer l'eau souillée de pluie et en faire quelque chose d'utile. Au fond, avec l'eau, l'on obtient l'électricité à partir d'un barrage. Car le barrage est entre autres la construction, regardez vos dictionnaires, d'un obstacle qu'on oppose à un cours d'eau dans le but d'obtenir une force motrice. Donc, obtenir une force qui fasse tourner un moteur, appelé turbine, pour produire l'électricité. Alors pourquoi
souffrirons-nous de toute éternité de cette sempiternelle problématique du manque chaotique de l'électricité dans un pays arrosé? Des cours d'eau serpentent la ville pouvant nous être utiles à beaucoup de choses. Et ici, pour rester dans le sujet, à la production de l'électricité à travers la construction des mini-barrages, à l'effet d'alimenter chaque quartier et régler définitivement le défaut technique que connaît la SNE de Finte, davantage aujourd'hui, la saturation de son réseau électrique. La demande étant grande, mais l'offre ne répond pas. En tout cas, observez bien ce cours d'eau, la Tikobo. Pour ceux qui sont perdus, elle est située à quelques pas du boulevard Sunda, non loin de la pharmacie Latin, dans le 2e arrondissement Mvumvu. À la faveur de la construction de ce pont, ça nous donne une image, une idée d'un barrage. Et qu'adviendrait-il si le projet ici, c'était la construction d'un mini-barrage? Hélas, nous avons des ressources naturelles, mais les ressources humaines, notre capital humain, ne réfléchit plus sur le comment valoriser ces ressources naturelles et apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent le quotidien des populations. Des ressources humaines enrôlées systématiquement, tous ou presque, dans la politique politicienne, perdues dans le culte de la personnalité pour plaire aux chefs et non dans le management innovant, créateur des miracles socio-économiques pour le bien-être du peuple. Ah, si le nouveau ministre de l'énergie pouvait dire au cadre de la SNE de Finte que l'heure n'est plus aux danses, aux contre-performances, à l'incompétence, mais au sens du travail et des initiatives, pour finir avec cette histoire de délestage qui dure déjà des décennies entières. Laissant l'électricité pour parler justement des ressources naturelles. Même les ressources naturelles se sont rendues compte que dans ce pays, si vous ne plaidez pas vous-même, on risque de vous délaisser au point de ne pas jouer son rôle. C'est le cas des plaines situées sur la route nationale numéro 1, précisément sur la traversée du Niari et de la Bouinza, qui se plaignent de ce que personne ne se préoccupe de leur exploitation en agriculture ou pour habitation. Ces plaines de la route nationale numéro 1 ont prêté leur voix à notre reporter Tiv Tivongo. Nous nous disions que c'est l'état de la route qui était à l'origine de notre inexploitation. Hélas, grande erreur de notre part. Nous avons aujourd'hui compris que c'est la paresse, la négligence, la vantardise, l'esprit bureaucrate et l'absence criarde de l'esprit entrepreneurial dont fomentent les Congolais qui seraient la cause non seulement de notre inexploitation, mais surtout de la dépendance et de l'insécurité alimentaire que notre pays connaît. Sinon, comment imaginer que la Providence vous ait prévu des plaines, les ait disposées davantage à votre portée au travers de la traversée d'une route, susceptible de vous faire accéder dans ces vastes étendues de plaines sans difficulté aucune et que ces plaines ne soient même pas exploitées? Nous voulons dire, nous, plaines situées sur la route nationale numéro 1, pourquoi ne méritons-nous pas votre attention? Que n'avons-nous pas comme atout pour que tous, du sommet à la base, nous traversent et en grande vitesse d'ailleurs, sans que nous ne vous inspirons l'idée d'entreprendre, le cas échéant, une plantation, un verger, un étang, une ferme, une miellerie, une habitation, pourquoi pas. Ceux qui pensent qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en cassant les avoirs des populations en ville là-bas, pourquoi ne viennent-ils pas ici pour venir établir l'autorité de l'État en nous urbanisant avant que les anarchistes et les faussaires n'arrivent, avant que l'urbanisation sauvage, semble-t-il, orchestrée par les terriens, ne nous gagne? Gouverner, c'est vous les intellectuels et les technocrates qui saviez que c'est prévoir. Pourquoi ne prévoyez-vous pas? Et êtes-vous comme surpris par les actes fonciers illicites? L'autorité de l'État devrait être établie et non restaurée. Toutes les fois qu'on parle de restauration de l'autorité de l'État, s'il vous plaît, c'est en effet un aveu d'échec de la gouvernance. Vous le comprenez mieux que nous, pauvres plaines. Qu'est-ce que nous allons vous apprendre? Vous avez placé comme priorité de ce quinquennat la révolution agricole. Mais retenez que l'agriculture ne se fait pas dans les bureaux ou avec des beaux discours remplis de tournures françaises, comme faisaient les ministres de l'agriculture d'autrefois, mais sur le terrain, sur des terres arables bien entendu. Nous, plaines de la nationale numéro 1, avons cet atout.
Nous sommes des terres arables, potentiellement riches. Nous attendons voir ce que vous ferez de nous, les plaines du Congo, en ce quinquennat des agriculteurs et de l'indépendance alimentaire. Une bonne vision pourtant. N'oubliez pas dans vos conseils de ministres de réfléchir autour de la tarification de vos péages, qui est en train de faire fuir aussi nombre d'investisseurs agricoles, piscicoles et autres, sans que vous ne vous rendiez compte. Une plaine est naturellement riche. Ne nous tournez pas le dos, s'il vous plaît. C'est pour votre bien-être, ce plaidoyer. Car d'autres pays en manquent et en recherchent même. Hélas, la Providence a aimé le petit pays de 342 000 km². Toujours dans ce journal, les travaux de la 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire avaient débuté le 6 octobre dernier et se sont achevés le vendredi 15 octobre dernier dans la salle de mariage de l'hôtel de ville sous la houlette du président s'il vous plaît, de ce conseil, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, suivant le compte rendu par Tif Tivongo, Prince Chikaya et Olivier Titembo. Deux allocutions traditionnelles ont ponctué cette cérémonie de clôture de la 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, à savoir le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette session qui a duré comme de coutume 10 jours et le mot de clôture du président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, député maire de la ville Jean-François Kando, lequel a encouragé les distingués conseillers municipaux pour la moisson de cette session, quoique dans une conjoncture économico-sanitaire morose, notamment le budget supplémentaire et la délibération s'y rapportant. Budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17 milliards 900 millions de francs CFA, soit une baisse de 1 milliard 149 millions de francs CFA par rapport au budget primitif 2021. Monsieur le député maire de la ville centenaire. Au cours de nos travaux, nous avons en toute responsabilité revisité notre budget pour l'adapter au contexte actuel, dominé par la double crise, je veux dire la triple crise, économique, financière et sanitaire. Le rapport d'activité présenté par le bureau exécutif et le budget supplémentaire ont mis en évidence nos forces et nos faiblesses. Si des avancées certaines ont été enregistrées et réalisées, il y a lieu de reconnaître que beaucoup reste à faire et le chantier en notre présence commande de la prudence. Il nous faut redoubler d'efforts, surtout dans le recouvrement des recettes du ressort de la municipalité. Nous sommes appelés à améliorer l'efficacité de notre entreprise, notamment par la maîtrise de nos dépenses et surtout l'optimisation de nos recettes. À travers la visite guidée des chantiers municipaux en cours de réalisation, nous nous sommes tous rendus compte que notre capacité à répondre aux énormes besoins de nos populations dépendra à coup sûr de notre capacité à créer de la richesse au profit de la ville, car sans moyens, notre ambition et nos rêves seront lettres mortes. Au cours des travaux en plénière et en commission, des 12 affaires prévues, au-delà du budget supplémentaire adopté à l'unanimité avec amendement, les élus locaux ont adopté d'autres délibérations vitales pour le bon fonctionnement de la ville capitale économique. Le communiqué final ressasse les conclusions de cette 13e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Toujours dans ce droit fil, suivons à présent le morceau choisi de ce communiqué final des travaux de cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, rendu public par le deuxième secrétaire du bureau exécutif de ce conseil, Gabriel Missatou. Des propos recueillis par nos reporters Tiv Tivongo, Prince Tikaya et Olivier Titembo. Les points 10, 11, 12,
relatifs aux affaires numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont fait l'objet d'un examen approfondi dans les commissions activées. Ainsi, à travers le rapport de la commission économie et finances en charge de l'affaire numéro 1, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le budget supplémentaire du conseil départemental et municipal et la délibération s'y rapportant. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17 milliards 900 millions de francs CFA, soit une baisse de 1 milliard 149 millions de francs CFA par rapport au budget primitif 2021, soit moins 6%. Les conseils départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité sans amendement, à travers le rapport de la commission aménagement et affaires domaniales, les délibérations dénommant le rond-point Nelson Mandela en rond-point place du Centenaire et celle dénommant le rond-point dit Ilama en rond-point Nelson Mandela. Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers départementaux et municipaux ont suivi tour à tour la communication de la directrice départementale des soins et services de santé et celle du commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire. La directrice départementale des soins et services de santé, Dr Aubierge Victoire Kipangoudi Matondo, évoquant l'évolution de la pandémie à coronavirus et la poursuite de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le département de Pointe-Noire, a présenté la situation épidémiologique au 4 octobre 2021 en faisant état de la répartition des cas confirmés de Covid-19 par district sanitaire selon le sexe, la situation des cas en cours de suivi dans les sites de prise en charge, le suivi des passagers au point d'entrée du début de l'épidémie à ce jour, la répartition des vaccinés par district sanitaire, les données de la campagne de vaccination et la répartition des vaccinés par district sanitaire. Quant au commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire, le colonel Nicolas Gaposo, son exposé a porté sur le projet de création d'un détachement d'intervention et d'appui de la gendarmerie aux services municipaux de Pointe-Noire. Tout à fait autre chose dans ce journal. Un accident grave s'est produit dans la matinée du samedi 16 octobre autour de 8h sur l'avenue Gérald Bitindou au quartier Culotte entre un gros bahut de transport en commun et un taxi de marque Benoît XVI immatriculé 473 JR6. Plus de peur que de mal, pas de perte en vies humaines. Bilan, 4 blessés, dont un grave et véhicule endommagé. Tif Tivongo, Prince Chikaya, Moriak Lubandi nous font état. Ce cruel accident de circulation routière entre ce gros bahut de transport en commun, transportant pour la circonstance une cargaison de bois, charbon, bananes, et ce taxi de marque Benoît XVI, immatriculé 473 JR6, transportant 4 passagers sans compter le chauffeur. Le bilan donne 4 blessés, dont un grave, et c'est une dame, hélas. À notre arrivée, l'on avait déjà acheminé les blessés à l'hôpital. Nous sommes sur l'avenue Gérard Bitindou au quartier Culotte, une des voies de secours pour les usagers depuis que la voie principale, l'avenue Maluango, a été fermée pour travaux. Heureusement pour nous, un agent des forces de l'ordre était là. Et nous nous sommes rapprochés de lui pour comprendre les circonstances de ce qui semble être une tragédie. Car comment ce gros bahut a-t-il pu dormir, permettez ce langage familier, sur ce taxi et dire qu'il y avait des gens à l'intérieur? Suite aux renseignements recueillis sur les lieux, il s'avère que le taxi, ici il y a l'embouteillage, la voie est dégradée déjà depuis l'embouteillage, il y a un agent qui régulait la voie, le taxi, on a donné l'accès au taxi de circuler. Donc le taxi était devant, il circulait. Et lui, le gros véhicule devrait attendre. Sauf que le gros véhicule n'a pas attendu. Quand le taxi a démarré, arrivé en haut, il a cogné un obstacle. Donc ça s'est bloqué suite à une pente. Là-bas, il devait déjà engagé. Suite à son poids, il ne pouvait plus reculer. Il était bloqué. Et lui, quand il pense qu'il peut foncer, pour qu'il sort, il y a aussi de la pente. Et il prit par la pente et du coup, il a remplacé sur le taxi. Au-delà des faiblesses dont pouvaient faire montre les chauffeurs, l'état de la route est tout aussi un grand facteur propre à favoriser les accidents de circulation.
Nous avons aussi apostrophé un chauffeur de taxi pour avoir son avis. La mairie a bien fait pour désenclaver le quartier. Mais sauf que pour nous, les chauffeurs taximens, c'est une difficulté. Parce qu'on ne peut pas sortir à Sainte-Bernadette. La route est arrêtée tout justement au pont. Et il fallait continuer le galette là jusqu'à Sainte-Bernadette. Quartier Culotte est situé à plusieurs quartiers, c'est-à-dire qu'il a des frontières. Regardez vous-même, c'est la mairie qui devait nous faciliter parce que nous payons des taxes. Et on ne nous facilite pas. Si là, il n'y a pas la pluie, mais quand il y aura la pluie, comment nous allons passer? Comment nous allons faire? Aux professionnels des transports terrestres de sensibiliser sur le respect du code de la route et aux professionnels des voiries urbaines de veiller sur la politique de l'entretien routier pour que vivent des chauffeurs et des routes qui produisent la vie et non la mort dans la ville capitale économique. Place à la page internationale. En République démocratique du Congo, des scènes de violence à l'intérieur de l'Assemblée nationale ont eu lieu en RDC suite à la nomination de Denis Kadima, nommé depuis le 15 octobre dernier comme nouveau président de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Une désignation qui suscite jusqu'ici la colère de l'opposition du Congo de l'autre côté du fleuve. TV5 nous relate les faits. Les coups de fil s'enchaînent pour organiser la fronde. Geneviève Inagosi Kassongo est députée du Front commun pour le Congo. Les membres du parti de Joseph Kabila dénoncent un passage en force après la nomination du chef de la CENI, Denis Kadima. C'est lui qui s'est présenté comme président, a violé l'article 53 du règlement intérieur parce qu'il est président d'une commission permanente. La PAJ à l'Assemblée nationale ne pouvait donc plus de ce fait cumuler cette fonction par celle des présidents d'une commission spéciale. Nous sommes dans un processus qui est biaisé à l'avance et le FCC en appelle au président de la République. La nomination de Denis Kadima, un proche de Félix Tshisekedi, est aussi contestée par la coalition d'opposition, la Mouka. Le forcing organisé au sein de l'Assemblée nationale prouve à suffisance la volonté du pouvoir en place de voler la victoire du peuple. Nous appelons à la dépolitisation de la CENI pour que le pouvoir, lors des prochaines élections, revienne réellement au peuple. Le problème n'est pas celui de Denis Kadima. Le problème qui se pose actuellement, c'est la composition de la CENI dans son ensemble. Preuve des tensions accrues, ce samedi au sein de l'Assemblée nationale, juste après le vote, les esprits s'échauffent. Échange d'amabilité, cris, certains en sont même venus aux mains. Kinshasa a vibré toute la journée au rythme de la contestation. En chemise blanche, haranguant la foule, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Les deux leaders de la Mouka dénoncent le risque de mainmise du pouvoir sur la présidentielle de 2023. Sur les 8 confessions religieuses chargées de choisir le chef de la commission électorale, 2, catholiques et protestantes, n'étaient pas favorables à la nomination de Denis Kadima. La conférence épiscopale appelle le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Alors qu'il doit entériner la nomination du président de la CENI, Félix Tshisekedi se trouve au pied du mur. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État ivoirien, a fait son grand retour en politique en devenant le président de son nouveau parti qu'il a fondé et lancé le 16 octobre 2021 dernier. À cet effet, une question se pose, celle de savoir si le chef du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI en sigle, ne se prépare-t-il pas pour les élections présidentielles de 2025? Africa News nous en dit plus. À 76 ans, Laurent Gbagbo concrétise son retour sur la scène politique en formant le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a expliqué qu'il servirait à entamer son retrait de la scène politique en douceur. Lors de son discours, il a invité ses militants à reprendre la lutte politique avec tout son soutien. Nous avons créé le PPACI, notre parti. C'est une structure pour préparer mon retrait. Chers camarades, chers amis, mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. À cet âge-ci, après ce parcours-là,
La sagesse, c'est de se préparer à partir. Mais j'ai décidé que je ne partirai pas brusquement. Pour ses partisans, cela marque un nouveau départ pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous, on agissait en son absence, peut-être sans le savoir, mais en inégalité pratiquement, de sorte qu'on est emprisonné, on est bastonné, bon, tout ça. Aujourd'hui, avec son arrivée, avec la création du nouveau parti, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, là, c'était vraiment un discours de paix et de réconciliation. Le nouveau parti, en quelque sorte, va pouvoir solidifier, c'est-à-dire la cohésion entre tous les Africains. Malgré sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Laurent Gbagbo maintient son intention d'unir les États africains. Laurent Gbagbo, comme un homme averti, est conscient des obstacles qui l'attendent, notamment celle de réussir à remobiliser ses alliés politiques de poids, affronter Simone Gbagbo, son épouse avec qui il est en instance de divorce et qui certainement fera cavalier seul, mais surtout de voir ses ambitions politiques s'envoler avec la limitation d'âge et sa condamnation à 20 ans de prison en 2018. Makamara à Abidjan pour Africa News. Et enfin, les manifestants algériens se sont rassemblés à Paris pour rendre hommage aux victimes du 17 octobre 1961, la répression des Algériens par la police 60 ans après. Les Algériens demandent à l'État français de reconnaître sa responsabilité face à cette répression perpétrée pendant la période coloniale. Nous rappelons Africa News pour plus de détails. 60 ans après la répression des Algériens par la police, des manifestants se sont rassemblés à Paris afin de rendre hommage aux victimes du 17 octobre 1961. Les manifestants ont demandé aux autorités de reconnaître les responsabilités de l'État français dans sa période coloniale. Et les policiers, ils avaient la rage quand dès qu'ils voyaient un Algérien dans la manifestation là, ils ne faisaient pas de cadeaux. Imaginez-vous, ils étaient montés à blanc, quoi. Ils étaient chauffés. C'est pour ça qu'il y a eu 30 dégâts. S'il n'y avait pas eu de ça, il n'y aurait pas... Parce que nous, le FLN nous avait dit surtout, n'amenez rien, pas d'armes, hein. Même pas un canif, même pas un couteau, rien, même pas... Donc on avait été c'est pacifique, quoi. Et eux, ils ont transformé ça en massacre. C'est une date importante, c'est les 60 ans du 17 octobre. Et pour nous déjà, juste pour la mémoire de nos anciens et tout, il fallait être là. Et c'est aussi important en termes d'actualité, parce que pour nous, il y a un continuum en fait, dans la façon où les événements du 17 octobre se sont déroulés et le traitement actuel, et notamment avec toute la montée de l'extrême droite. Peu de temps avant le rassemblement parisien, le président français a reconnu que les crimes commis ce jour-là étaient inexcusables pour la République. Il y a 60 ans, des manifestants avaient répondu à l'appel du FLN pour manifester pacifiquement. Plus de 10 000 Algériens ont été blessés et des dizaines ont été tués et jetés dans la Seine. Les autorités françaises ont tenté pendant plusieurs décennies de dissimuler cette répression. C'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur TPT+. Au revoir.